Pourquoi les Wolofs ils disent Gor, les Sérères Ngor et le Pulaar Gor. C'est le même mot. Est-ce que c'est parce que quand ils étaient au Sahara, ils parlaient la même langue, ensuite ça s'est dispersé? Ou bien, ce que Abou Bakr montre, c'est ils sont circoncis. Or, Hérodote dit que Tégou, la circoncision, c'est les Africains qui l'ont inventé. C'est eux qui ont appris ça aux Juifs, aux Arabes et tout le reste du monde. C'est en Afrique qu'on a commencé à circoncire les gens. Et si vous, pour ceux qui parlent maintenant de religion, de la Bible, c'est dit dans la Bible. Il y a les Sohnami, Sarah et Adjara. Mais nous, inventé wuñu dara. Bon, nit ñi bu ñuy waxtaan dañu dem jàng itam seen alxuraan seen itam tawreex seen injiil lii ñuy wax mi ngi ci biir maanaam yii ci Misra la jóge. Bon loolu Cheikh Gassama moom nee na Sésostris xëy na Abou Bakr mën a ñëw ou sous Toutmose yooyu yëpp am na. Yooyu yëpp am na maa ngi song nañu sur la fonte des caractères hiéroglyphiques foofu nag buñ ci gudd xam nga lii muy wax lu xool la xam nga fi xalif kii Sénégal kii téere bi moo tax ñu mën léegi jàng arab Champollion kii téere bi la jëkk bind bi mu feeñee lu yàgg kenn mënu woon bind maam yi li ñu bindoon xamuñu ko kii téere baa ngi mais du ñun rek ñoo am problème kii beneen téere la bu mu war nan la ñu war jàngi bind yi parce que moom dafa ne ñun ni ñu ko bindee ak ni ñu koy waxee mën na am yeneen werante yooyu nag dafa àgg kii Angleterre États-Unis ñoom ñoo ko bind si ni ñu war a boo xam ngeen ni waxtaan wi yamul fii kii man bi ma jàngee États-Unis daf naa fa ñaari at kii la ñuy bindee ci werante yii ñuy werante tey Champollion bi mu paree kii mën na ci ñëw am na ñu tudd Gardiner am na ñeneen ñu ko gën a xóotal ba nga xam ne ñun daal lii ñuy wax xam nañ ni pepp ndox la ci xam-xam ñu yaakaar ni ñun dañuy jeexal nañu téere yi waxuñu loolu ku ci indi leneen lu bees ñu ànd ceeg yow boo ñu leer leen nag ni yow mën nga ak li nga xam nga ko waaye fëgg dënn rek daal ni Abou Bakr yi ak Bouba ñoom Moul Fall yi ñuy bind ñoom d'ailleurs ñu ngi leen di set ñu ngi ci def nag daañuy topp set xam fu ñu jëm tiituñu ragaluñu li ñuy wax xam-xam moo tax ñu koy wax te ku jàng alxuraan ne nañu xam-xam nag bu jaree nga dem ba siin nga dem ko lépp bon Abou Bakr defe naa loolu daal laa xam ne mën nañ ko tënk ci wolof nag dañu fàtte leen sax xam naa ni si ñuy déglu ñoom Adja waxoon naa parce que am na yi nga xam ne man mii sax mënu ma ci wax xam nga ci wolof lu tax ñu ni wolof baat bi fu mu jóge ndax li ñuy wax waa laf bii la ñu nekk ci dex gii xam nga tey wolof yi ñoo ngi Sénégal ñoo Mauritanie du dëgg dañuy waxtaan c'est comme suñu mbokk alpulaar yi baat bi ndax foofu la jógee wala ndax baat bi ci mandeng la jógee wala ci soninke yi wolofoo am na ñoom tamit lu ñu wax man am na lu ma ci xam loolu itam waxtaan la waaye damay yëgal rek ni ki ñu tuddee kii ñu topp professeur Yoro Fall moom laa jëkk gis mu bind gis nga fii itam suñu mbokk yi ñuy def histoire dañu bind ay téere yu bare am na ci benn bu tudd les ethnies ont leur histoire ethnie ñun baat yooyu sax duñ ko wax xam nga fii mën nañu wax xeet yeeg waaso yeeg làkk yi ñun làkk yi la ñuy wax d'abord làkk yi wolof ak pulaar ak séeréer am na lu ñu bokk waaye wute nañu du dëgg mais téere yi il faut que nit ñi jàng am na bu nga xam ne Yoro Fall am na ci lu mu ci bind mu ni làkk yi fii de ci Sénégal li may wax nag dana leen jaaxal yéen ñu bari ci yéen waa Sénégal mu ni bay nunk ak wolof am na jege waay bu nga xam ne war nañ ko xóotal Yoro Fall moo ko wax bon am na sax suñu benn xarit linguiste
Soukeyna Bawo waxoon naa ko mu bokk xam nga moom ñoom Adja ne woon naa leen tey yéen fi ngeen jaar wax ci loolu parce que man mii dégguma bay nañ ko man dégguma bay nañ ko xaw ma nag li nga xam ni moo ci nekk ci biir mais loolu laaj na tey jii itam ñu gën ci waxtaan ndaxte ñoom am na yu bees ñoo xam ni yoro na moom lu mu wax nag en général du dafay cof waaw loolu itam xam naa ni du ñàkk ci waxtaan wi ñu war ci dellu si. ñu ngi leen di gërëm daal Aboubacry bu amee lu mu jokk man defe naa roqee li mu doon wax tënk naa tuuti ci li nga xam ni moom la Aboubacry wax xëy na Aboubacry nag mën na gën a wax ci français. ak ci wolof li nga xam ni. Voilà, parce que pour la rendre du coton de trop. Voilà. Voilà. Togara, merci. C'est juste parce que j'ai répondu à. Comment il s'appelle encore Gassama. J'ai répondu en parlant poulard. Pharaon, il y a un pharaon le tout le monde. Oui, pharaon, d'accord. Alors, j'ai répondu. J'ai répondu en parlant poulard. Alors je vais reprendre ça en français. C'est-à-dire que les lectures qu'il propose, Tahamonite, Saucitré, etc. Moi, je ne suis pas contre a priori. Mais quand vous proposez une lecture, il faut la motiver, il faut la justifier. Vous ne pouvez pas dire que c'est Saucitré. Pourquoi? Est-ce que Saucitré, oui, mais moi j'ai c'est tout trait, et c'est tout trait, c'est confirmé par les textes égyptiens. C'est dans un cartouche parce que ce Perse-là, quand il est devenu pharaon d'Égypte, on lui a trouvé un nom égyptien, c'est comme ça. Le pharaon avait 5 noms. Et l'un de ces noms-là, c'était Sétoutré. Sétoutré, c'est la forme de Ré, la forme abrégée de Ré. C'est tout. C'est ce que ça signifie. Donc il y a un sens et il y a le son également. C'est tout trait. Et moi, mon hypothèse, c'est que c'est ce c'est tout trait-là qui a été transformé par Yoro Diaw et qui est devenu Sosé Touré. Et il dit d'ailleurs que c'est un nom composé, Yoro Diaw. Et Pathé Lamine, il dit que Pathé Lamine également, c'est un nom composé. Et c'est vrai qu'effectivement, quand vous prenez l'étymologie égyptienne, c'est pas dit Imen, celui que Amon a donné, qui est devenu Pétès Amounis en grec. Donc on a le relais grec. Et Pétès Amounis, c'est effectivement un terme composé. Vous avez Pétès, vous avez Amounis. C'est un nom théophore. Et Pétès, si on vous dit Pathé, on vous voyez Pétès, mais effectivement, pourquoi Pétès ne donnerait pas Pathé? Et Amoun, vous mettez un L, vous avez pratiquement la mine. Parce que les gens ne connaissent pas Amon, ils ont déjà perdu Amon, ils connaissent Lamine. Lamine, c'est celui qui est, comment dirais-je, le prophète portait ce nom-là. Alors quand Yoro Diaw prend des choses que les populations ont réinterprétées, au lieu de dire Pathé Pétès Amounis ou Pété Amon, ils disent Pathé Lamine, Sosé Touré. C'est plus conforme à la situation, les gens réinterprètent. Hein? C'est comme, vous voyez, les Français disent docteur, nous on dit docteur. Ah oui, et c'est comme ça. Donc on prononce en fonction de... Donc j'ai choisi Sosé Touré pour dire que c'est Sétoutré. Pourquoi? Parce que ce pharaon perse, quand il est arrivé, il a persécuté les populations. Il les a poussés à fuir. Parce que c'est ce que Yoro Diaw dit. Les brimades, les vexations incessantes. Donc il y a un faisceau de faits sur Sétoutré. C'est un pharaon étranger qui vient persécuter les populations et qui les pousse à partir. Et Yoro Diaw dit donc, la migration Manna est partie sous Sosé Touré. Donc tout ça converge. Mais vous ne pouvez pas dire Saucitré et puis voilà, vous n'avez rien d'autre et vous voulez imposer ça. Non, nous on a un faisceau de faits.
Et c'est la bonne méthodologie parce que ce n'est pas un fait isolé. Il y a un faisceau de faits qui convergent. Voilà pourquoi c'est solide. Moi, je ne suis pas contre. J'ai parlé des classes nominales, de la classe des liquides. Ndiam, Iyam, c'est le sang. Kadiam, c'est la graisse fondue. Hein? Lamdam, c'est le sel. Vous comprenez pourquoi? Hein? Kiram, la jalousie. Kiram. Endam, alors Endam, c'est encore plus flagrant. Endam, ça vient de Endou, le sein, et ça vise le lait. Voilà pourquoi ça a été mis dans la classe des liquides. Et c'est la parenté par les femmes à l'origine. Et par la suite, la parenté tout court. Mais ça, c'est cette classe-là, vous pouvez montrer qu'elle sort de l'égyptien carrément, puisque en égyptien, vous avez le déterminatif mou qui est accolé à tous les termes qui renvoient à l'eau. Et Cheikh Anta a pris les démonstratifs égyptiens pour montrer que les démonstratifs wolof viennent de l'égyptien. Ça aussi, c'est très clair. Hein? Hein? Donc, il faut donner des arguments. Vous ne pouvez pas proposer une lecture sans argumentation. Donc, nous, tout ce qu'on propose, c'est argumenter. Donc, li ma ci bëgg yokk rek mooy ci wolof bi xam nga mbind mi téere bi en parenthèse téere bi moom daanaka jeex na léegi su ngeen ko bëggee am pour ñi nga xam ne ñu ngi siiw te amuñu ko da ngeen di fexe rek ba dugg ci histoire générale xëy na Mour Fall dana ci dellu si maanaam dañu lépp li ñu bind fii te léegi këyit yi ñu mënoon jeex na da ngay jukki rek fexe ba li nga xam ni mooy jargoñ bi nekk ci suñu tur nekk fa boo fa duggee juuj internet toile jokkoo yu bees yi jargoñ bi mooy toile bi rek boo ci duggee rek daa gis téere yi gis nga fii am na ci nga xam Cheikh Anta ni mu du bindee ak ñun ni ñuy bindee tey jii ñi nga xam ne ñëf léegi dafa wute loolu tax dañu jël couleur bu xonq pour wane ni tey ni ñu koy bindee bon Gassama li muy wax ak Aboubacry xam nga tey wolof sax même ñuy wax wolof tey xam nga Ndar ñoom dañuy wax waa Paris ñeneen wolof yi Paris la ñuy wax fële bon ndegam loolu moo am tey mais kii jarul werante maanaam xam nga am na bi ñuy nuyu léegi Mariama bi muy ñëwee wax Mariama xam nga tur boobu ci égyptien yi la Firawna mooy ki yàlla bëgg mairie mar mooy ki nga xam ni bëgg naa ko comme mala yi ni ñuy mare seen doom xam nga nag wala xar dañuy mar seen doom mar mooy nga bëgg nit loolu tax wala fi di wax yow mel naa la de Modou Fall mel naa la bokk la dama la bañ Mariama boobu nag mooy ki nga xam ni yàlla bëgg na ko mairie amoon waaye boo demee ba ci biir aujourd'hui tey jii eh bien même fii bu ñu toogee di wax dañuy wax yaama xam nga yaama rek yow déjà bàyyi nga Mariama bon yooyu jarul ñu werante ci ndaxte ci wax dañuy dem ba bàyyi yenn baat yi gën ko gàttal gën ko guddal yaa xam noo koy guddale bon waxtaan bi yemul rek ci démb dafa indi mbiri tey fii bu ngeen gisee ngent Cheikh Anta xam nga moom dafa defoon ngent lieu abandonné mais tey jii Sénégal yi xam ngent bariwuñu waa Thiès yi xam nañu ngent parce que am na quartier bu tudd ngent ndaxte foofu nag boo fa demee ñi def archéologie yooyu xam nañu am na ñu fa nekk mais ngent boobu boo ko la gént de xam nga mbind mi boo ko bindul bu baax kenn xamul li ngay wax bon waxtaan bu am maanaa la waaye nag kooku waa université yi dañ ci war a góorgóorlu. Juste pour lui signaler que ça les caractères utilisés par Cheikh Anta Diop chef monsieur Touré les caractères utilisés par Cheikh Anta Diop sont des dessins faits à la main et ça aussi c'est pas la même chose que non mais Cheikh Anta était obligé de passer par là puisqu'il n'avait pas à l'époque il n'avait pas l'informatique. Donc c'est pourquoi il y a une différence.
c'est un technicien du nom de Sega Diouf qui lui a dessiné ces caractères-là. Moi, mes premiers articles ont été faits également dans ces caractères-là. Donc, ça ne peut pas avoir la même forme que les caractères de l'informatique ou de l'imprimerie. Ça aussi, il faut le savoir. Très bien. Bon, léegi ñun ñu gàttal foofu léegi su fekkee waaw Gassama moom mooy jëkk wax parce que comme dafa jóge ba Kolda ñëwal fii comme ça ñu jël sa toogal nii Cheikh Modou Fall non toogal nii micro toogal nii pour enregistrement bi la moom ñu may ko mu wax suñu xarit la suñu mbokk la dëgg la day ñëw fii moom li ma ci yokk mooy moom hydraulicien la moom mi ngi gis ah puisatier la nee na maanaam moom technicien la li muy toppatoo mooy gas ngir Sénégal baykat yi am ndox waaye nag lii daf ko soxal moom du lay jàngale ci université Dakar wala waaye daf ci am wàll comme di Modou Fall histoire bi ñuy bind professeur Iba Der noonu la ko gisee woon du ñun ñi jàng histoire rek ñooy wax sénégalais moom mii sax daanaka ku dégg Gassama kay xam ni moom am na jaaxaanke am na solinke am na voilà gas tu as la parole. Voilà, donc rapidement pour rebondir sur ce qu'a dit. Bu paree yéen nag Modou Fall ci yéen ñëpp ngeen wax après J'ai de la fin. fait les 20 chapitres. waaw. Mais sur la partie parenté génétique de Cheikh, j'ai fait 10 phrases, le reste j'ai laissé tomber parce que on ne peut pas l'exploiter. Il y a trop de... Comme vous avez dit, c'était fait à la main. On n'a pas les fontes de Gardiner et autres, c'était difficile à exploiter. J'ai renoncé. Mais à part ça, j'ai annoté les 20 chapitres. Donc je vais rebondir rapidement sur 5 points. D'abord, tous les signes qui ont été utilisés dans le livre, les mots et les phrases en hiéroglyphes, je les ai reprises. Je vais vous donner le fichier. Je vais choquer beaucoup de gens. Il n'y a pas un signe ou un mot ou une phrase qui ait été déchiffrée correctement. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que pour déchiffrer, Champollion l'a dit, il faut connaître la langue parlée des Égyptiens anciens. C'est un préalable. Mais lui-même, il ne connaissait pas cette langue-là. Parce qu'il pensait que c'est le copte qui est la langue la plus proche de l'Égyptien ancien. Or, Domas l'a dit, François Domas l'a dit, le copte est plus éloigné de l'Égyptien des pyramides que le français ne l'est du latin. Et le copte a subi une grande influence des langues grecques et des langues sémitiques. Pire encore, le copte a subi une grande influence de la pensée religieuse chrétienne. Donc le copte ne pouvait plus représenter la langue égyptienne pour faire une traduction. Bon, il y a un livre que j'ai sorti, le professeur le sait, on fait un long développement sur ça, pour montrer comment Champollion. Pour résumer, Champollion, ça va choquer beaucoup d'étudiants peut-être, Champollion a défriché le chemin du déchiffrement. C'est le plus grand égyptologue qui est en modèle. Mais il n'a pas déchiffré un seul signe hiéroglyphique. Gardiner n'a pas déchiffré un seul signe hiéroglyphique, mais ils ont balisé le chemin. Il n'y a que, avant sa mort, il n'y a que Cheikh Anta Diop qui a déchiffré des signes hiéroglyphiques correctement. Dans son dernier livre, pas dans Parenté génique, dans son dernier livre, d'ailleurs, il y a une expression qu'il attribue aux Sémites. Il dit, ces 6 signes, il traduit les 3 signes et il dit que c'est le nom des Sémites. Les 3 signes, c'est quoi? Fenech. Les 3 autres signes, il ne les a pas déchiffrés. Malheureusement, s'il avait eu le temps de terminer le livre et de revenir, il l'aurait corrigé. Nous, on a déchiffré les 3 signes. Vous savez ce que ça a donné? Wodou. Les 6 signes signifiaient Fenech Wodou. C'est comme ça que les Sémites faisaient. Ils ne faisaient pas coudre des habits. Dañ naan tër laay rek boo xëccee tissu bi rek ñu def taat ne loolu moo tax ñu tuddee doon Fenech Wodou mais Cheikh a fait Fenech mais le Wodou il les a pas sortis, nous on a sorti Wodou. Donc quand vous prenez le dernier livre de Cheikh, il vous sort des signes et il vous les... mais c'est du Wolof. L'égyptien ancien et le Wolof sont identiques. Le Wolof, l'égyptien ancien s'est altéré en venant dans la vallée du fleuve Sénégal. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'expressions qui existaient en Égypte antique qui n'existent pas ici. Donc ces mots ont disparu. Il y a beaucoup de réalités qui sont dans la vallée du fleuve Sénégal à qui il fallait des noms qui n'existaient pas en Égypte. Donc la langue a évolué. Et comme la situation en Égypte était beaucoup plus compliquée, on a construit des pyramides, etc. Alors que dans la vallée du fleuve Sénégal, on faisait seulement la culture comme les Peuls faisaient là. Donc la langue s'est atrophiée.
Donc c'est tout à fait normal. Mais l'Égyptien ancien, c'est le Wolof. Vous l'avez dit, professeur, quand les Égyptiens se sont installés dans la vallée du fleuve Sénégal, dans le Wolof, ils ont créé un village. Ils ont appelé Lof. Et quand les Sérères, les Diola et autres là, se sont approchés de ces Égyptiens anciens, ils ont commencé à apprendre la langue. Quand ils entendaient, ils disaient, ah, ça c'est la langue des gens de Lof. Ils disaient, Lakoualof. C'est par déformation que Lakoualof est devenu Lakouolof. C'est juste pour résumer. Donc rapidement, l'égyptologie n'existe pas encore comme science. Elle se trouve dans les langes. Champollion n'a pas déchiffré, Gardiner n'a pas déchiffré, seul Cheikh a commencé à déchiffrer, malheureusement il n'a pas terminé son livre, il est mort. Le deuxième problème, pourquoi il n'y a pas d'égyptologie? Parce qu'il y a un deuxième préalable. Chaque signe que vous prenez, vous devez le décrypter. Vous devez dire ce signe-là, ça renvoie à quoi dans la nature ou dans la société. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas déchiffrer. Donc si vous ne pouvez pas décrypter un signe, je vous donne juste un exemple, le disque solaire. Mais décryptez-le. Les gens disent rien, non, c'est pareil. L'Égyptien ancien, quand il donne un signe, il y a deux possibilités. Soit il met un petit trait vertical sur le côté droit ou en dessous, ou bien il ne le met pas. S'il met le petit trait vertical, il vous dit c'est de cette chose dont je parle. S'il ne le met pas, c'est une fonction ou une caractéristique de ce qu'il présente. Vous prenez le disque solaire, s'il n'y a pas le petit trait, mais ça veut dire le disque solaire, ça veut dire la lumière du disque solaire. Natch. Mais quand vous mettez le petit trait vertical, il vous dit, je vous parle même du disque solaire lui-même. Donc c'est comme ça qu'il fait. Quand il ne met pas le petit trait, il parle d'une fonction. Vous prenez comment il s'appelle encore? Le hiéroglyphe, la bouche entrouverte. Tout le monde dit ré, non, c'est pareil. S'il n'y a pas le petit trait vertical, c'est ré. Et ça vient de ré, rétan. Rire, c'est une fonction de la bouche. Mais quand vous mettez le petit trait vertical, ça devient gaming, c'est la bouche. Et ça, les égyptologues ne le savent pas, malheureusement. Je vous parle surtout. Non, je ne parle pas des égyptologues africains, je parle des égyptologues occidentaux. Ils ne le savent pas. Bon, donc, le deux points. Bon, le deuxième point, le professeur Lam a dit dans un texte que Cheikh Anta Diop est le père de l'égyptologie africaine. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais j'ajoute, Cheikh Anta Diop est le père de l'égyptologie, point, tout court. Parce qu'il est le seul jusqu'à présent, et je défie tout le monde, il est le seul à pouvoir présenter des signes, de les lire correctement et de les traduire. Il n'y a pas dans le monde quelqu'un d'autre qui l'ont fait. Donc il est le père de l'égyptologie, mais l'égyptologie est à créer, elle n'existe pas encore. C'est pourquoi Cheikh disait que le seul salut, c'est la connaissance directe. Il faut absolument acquérir la connaissance directe à formation égale, la vérité triomphe. Mais quand on se repère sur les occidentaux, on ne passe pas. Donc, professeur, il est le père de l'égyptologie, tout point. Bon, le troisième que je voulais donner, on parle beaucoup dans le texte de religion égyptienne. Mais la religion égyptienne n'existe pas. La religion est la notion, le concept de religion est né avec le christianisme au début de notre ère. En ce moment-là, l'Égypte venait de terminer 18 000 ans d'histoire. Donc le concept de religion n'existe pas dans l'Égypte antique. On ne peut pas parler de religion. Les Égyptiens parlaient de spiritualité, ce n'est pas la même chose. La religion et la spiritualité, ce qui les différencie, ce qu'ils ont en commun, c'est que la religion, comme la spiritualité, éduque le cœur humain. Mais la différence, c'est que la spiritualité éduque le cœur humain pour la vie de l'individu sur terre, alors que la religion éduque le cœur humain pour la vie à l'au-delà. Voilà la grande différence. Bon, je ne peux pas faire trop de développement. Bon, l'autre là, j'ai dit l'histoire de l'Égypte. Dem a parlé de 2600 ou 3100, on parle de 3300. Mais Hérodote a été clair. Il dit que le début des 30 dynasties pharaoniques remonte à 11 340 ans. Et il ne l'a pas dit comme ça. Il dit qu'il y a eu 341 générations et 3 générations font 100 ans. Il fait le calcul, il tombe à 11 340 ans. Et ça, ce n'est pas le début de l'histoire de l'Égypte, c'est le début des 30 dynasties. Mais dans le même livre, il fait dire aux Égyptiens que leur histoire remonte à au moins 17 000 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi on propose 3100, etc.
c'est pour montrer, c'est pour ramener le début de notre histoire, le coller à l'histoire des Occidentaux, parce que leur histoire commence 1500 avant Jésus-Christ. Comment les Africains peuvent avoir une histoire qui débute 17 000 ans alors qu'ils ont une histoire qui débute 1500? Mais c'est incompréhensible. Mais aujourd'hui, la preuve est faite que le plan apparaît 8000 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est fait, les Américains l'ont montré. Ce qui rend blanc, c'est 8000 ans. C'est je ne sais pas, un virus ou quoi là. C'est 8000 ans. Donc, il n'y a que les Noirs, avant 8000 ans, il n'y a que les Noirs qui existaient. Et aujourd'hui, la preuve est presque faite que la pyramide de Khéops, mais a au moins 10 000 ans. Au moment où on construisait les pyramides, les races sémites n'existaient même pas. Bon, je suis obligé de résumer rapidement. Donc, il faut remonter à 18 000 ans avant Jésus-Christ. Moi, je fais tënkara daal ci gàtt xëy na tënkara dana ci mën dellu si tout à l'heure ñu toll moo bu bëggee ak ñoom Rokhaya ñoom Mamadou ak dem ci nekk ci wax naa général bu fekkee am na ñu nekk ci bitim réew bëgg wax mën nañu wax Rokhaya ñuy tooñ nee na c'est trop fort waaye waaw Mamadou wax non moi je voulais dañuy toll d'accord, ok. ñun ñu dajale rek waaw Mamadou wax voilà, je voulais dire un mot, formuler un point de vue qui va être le point de vue d'un profane. Je suis historien, mais sous le registre que vous abordez, je ne suis pas, c'est pas mon élément. Je suis plutôt un élève, un étudiant. Quand il s'agit d'aborder les questions relatives à l'archéologie et à l'histoire ancienne, parce que c'est pas mon domaine. Je voulais dire un mot pour rappeler un peu l'esprit qui nous a amené à organiser ces séances. Je vois que vous l'avez fait, je ne fais que insister davantage sur cet aspect. En réjouissant évidemment de cette conversation très animée, très intéressante. Le premier objectif de cette conversation, c'est de montrer comme cette salle le fait. Nous avons le produit de notre label. On a travaillé pendant des années, on a travaillé pendant des mois. Il fallait montrer au public un petit état des lieux de notre publication. Le deuxième objectif, c'est de recevoir un spectacle de collection et du public de manière générale. Le public n'est pas nécessairement un public universitaire parce que le message de la GS, l'écriture de l'histoire intéresse le Sénégal, les Sénégalais du territoire national comme de la diaspora. Et le troisième registre, c'est de discuter sur les questions que nous avons soulevées. Et Bouba a eu raison de poser ça dès le départ. Il y a eu moult débats, j'allais dire moult polémiques, souvent. Et je pense que la discussion d'aujourd'hui ouvre un peu la voie pour permettre d'apaiser ces polémiques et de les transformer en une discussion scientifique. Parce qu'il s'agit bien de cela. Alors l'importance, pourquoi on a commencé par cette commission, la commission de l'histoire ancienne, parce que quand même, il faut le dire, cette commission a une place centrale dans le travail de l'histoire générale du Sénégal. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que cette commission a deux volets. Il y a une dimension prise en charge par les archéologues, beaucoup n'est pas présent ici, et une dimension d'histoire ancienne que nos amis Aboubakry Moussalam et Babacar Diop ont pris en charge de manière admirable. Parce que quand même cette commission, elle a une place centrale. Parce que c'est cette commission qui établit le continuum historique de l'histoire du Sénégal. En la ralliant à l'Égypte, en la ralliant à une histoire plusieurs fois millénaire qui établit de facto, sur la base d'études, que notre histoire est une histoire plusieurs fois millénaire et un continuum historique des origines à nos jours. Et je crois que c'est vraiment
cette commission qui nous permet de le faire de manière massive. C'est aussi une commission qui est l'occasion d'un débat sur la linguistique comparée, qui est un peu le parent pauvre, il faut le dire, parce que depuis les travaux de Cheikh Anta Diop, et je pense que le débat de tout à l'heure le prouve de manière massive, qu'il y a une question, il y a un problème relatif à la linguistique comparée. C'est resté lointain. J'avoue que moi-même, il y a des choses que je découvre, et ça, c'est pas normal. Donc ça veut dire que vraiment, la place de cette commission demeure une place centrale. Cette commission aussi pose un autre registre fondamental de notre historiographie. La question de l'identité, la question de la matrice de l'identité. C'est ce moment, c'est cette période qui nous permet de trouver la réponse. Parce que nous sommes dans le cirage complet, nous sommes dans le trouble complet lorsqu'il s'agit de définir l'identité. Et les rares éclaircies que nous avons, que nous pouvons avoir, c'est au détour de ces types de conversations-là, où on commence à voir, mais en fait, où se trouve notre identité. Quelle est la matrice de notre identité? Parce que nous avons paresseusement adopté les concepts et catégories de la bibliothèque coloniale, et ça nous a fourvoyés. Ça nous a fourvoyés pour pouvoir comprendre quelle est véritablement la trajectoire qui a généré notre identité. Donc vraiment, c'est une commission centrale et je pense que les discussions de ce matin l'ont prouvé à volonté. Mais je vais vous taquiner un peu en profane. Et parce que c'est une question que je me suis toujours posée. Lorsque je lis Cheikh Anta Diop, lorsque je lis Aboubakry Moussalam, lorsque je lis Babacar Bouba et mes amis, j'ai toujours un souci, j'ai toujours un problème. Parce que, oui, magistral, ce que vous dites, passionnant, remonter notre histoire et la rattacher à l'Égypte, c'est passionnant. Vraiment, quand on le fait, ça vole très haut. Parce que c'est le ravissement pour quelqu'un comme moi qui n'a qu'un seul, j'allais dire, non, je veux dire, je n'ai qu'une seule qualité, c'est que je suis curieux. Voilà. C'est la seule qualité que je puisse revendiquer. Je suis curieux. Et ma curiosité se traduit surtout lorsqu'il s'agit de découvrir cette période. Mais j'ai un problème. Et j'avoue que ce problème, je suis toujours resté sur ma faim. Parce que je suis un historien de la période moderne. C'est vrai. Mais je me place dans un continuum parce que pour moi l'histoire de l'humanité, c'est une seule histoire. Et il fut un temps, j'ai l'habitude de le rappeler, où il y avait une seule histoire. C'était l'histoire de l'humanité noire. Et ça, c'est établi par Cheikh Anta et vous le confirmez. Je pense que Gassama tout à l'heure, plutôt Firaono tout à l'heure, l'a rappelé. Il y a eu un moment, jusqu'à 8000 ans avant Jésus-Christ, où il y avait une seule histoire dans le monde, c'était l'histoire de l'Afrique. Et ça, c'est établi. Mais le problème qui se pose à moi, et qui fait que je reste toujours sur ma faim lorsque je vous écoute, aussi admiratif que je puisse être, c'est que vous semblez, et d'ailleurs, la structuration de votre commission le prouve à dessein, à volonté. Parce que vous semblez travailler dos à dos entre archéologues et spécialistes de l'histoire ancienne. La preuve, c'est une commission qui concerne archéologues et spécialistes de l'histoire ancienne. Les archéologues ne sont pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça pose un problème fondamental dans notre historiographie. Il est établi que l'homme a été inventé en Afrique, que les premiers pas de l'humanité s'étaient déroulés en Afrique. Les premières manifestations de la culture néolithique se sont développées en Afrique. L'agriculture a été, oui, inventée, disons-le, en tout cas entre le croissant fertile, le Sahara et au-delà vers l'Inde. Ça, c'est établi. Donc, il y a un continuum de culture matérielle qui est là.
et qui établit une culture, qui établit des identités, qui établit des civilisations qui étaient sur le continent. Mais vous semblez tourner le dos à tout cet héritage pour ne regarder que vers l'Est, le mouvement Est-Ouest qui a porté la culture égyptienne et qui nous a rattachés à l'héritage égyptien. Du point de vue d'un historien, c'est un problème. Non, c'est un problème. Parce qu'on ne peut pas faire abstraction de l'histoire réelle de l'humanité qui se forge, qui se construit, qui établit des cultures, qui développe des civilisations, qui développe un fond anthropologique. Et comme à la manière d'une génération spontanée, et l'Égypte arriva. Et l'Égypte surgit. C'est un problème pour un historien. Et ce problème, mais heureusement que ce problème a été résolu par Cheikh Anta, mais je pense que vous ne l'avez pas suivi. Vous êtes des disciples de Cheikh Anta, mais vous ne l'avez pas suivi au moins sur ce registre. Et je vais vous dire pourquoi. Cheikh Anta, en tout cas, c'est à partir de... Il y a un historien américain qui a développé ce registre, mais moi, c'est à partir de Cheikh Anta que j'ai commencé à vraiment avoir une perspective beaucoup plus ouverte et beaucoup plus confortable de l'histoire de l'Afrique. Parce que Cheikh Anta, dans le cadre qu'il dessine comme théâtre de l'histoire africaine, il définit un corridor, et allez-y dans son dernier Civilisation et barbarie, il parle d'un corridor qui existe entre le tropique du Cancer et l'équateur. Et il dit que c'est au niveau de ce corridor-là que la matrice de l'identité africaine s'est jouée. Il ne parle pas de l'Égypte isolée de l'Afrique de l'Ouest, mais il parle d'un même ensemble. Parce qu'il s'agit du même continent. Il s'agit du même continent, il s'agit d'un même ensemble. Mais ce qui se passe, et ça se retrouve dans vos écrits, comme ça se retrouvera dans la bibliothèque coloniale. On met deux à dos un mouvement Ouest-Est, c'est le mouvement de la bibliothèque coloniale, et vous faites ressurgir, en faisant une rétrospection dans une histoire millénaire, vous faites surgir un mouvement Est-Ouest. Alors qu'à l'endroit même, c'est là où l'histoire s'est toujours faite, depuis des millénaires. Donc, il y a là un problème. Il faut arrêter ce hiatus. Il faut arrêter cette cassure, parce que c'est ça qui nous empêche de comprendre notre histoire. Je vous assure que moi, je suis toujours sidéré quand je vois autant de talents. Gaï, vous avez un talent immense. Mais ce talent, mettez-le au service d'une écriture cohérente de notre histoire, et non pas d'une écriture éclatée de notre histoire. Parce qu'il s'agit bien d'une écriture éclatée. Parce que vous ne pouvez pas commencer l'histoire de l'Afrique à partir de Cambyse. Non, c'est pas possible. La culture néolithique était là, des civilisations matérielles étaient là. Non, je vous dis, parce que tout ce qu'on nous dit, l'héritage, les migrations, et puis on ne commence pas une histoire avec des migrations, je regrette. L'histoire, Michel Abdot, parce que moi, parce que j'ai pris la précaution de dire que je parle avec des spécialistes, je ne suis pas un spécialiste. Laissez-moi être critique jusqu'au bout. Absolument. Parce que je ne mets pas de gants quand il s'agit quand même d'interroger des questions qui me préoccupent. Donc, je dis, vous mettez dos à dos une histoire à partir de l'Égypte et une histoire à partir de l'Afrique de l'Ouest, et la bibliothèque coloniale a fait la même chose. Il faut faire éclater ce hiatus-là, parce que ce hiatus n'a pas de sens lorsqu'il s'agit de l'histoire africaine. Absolument. Et je dis, les pistes que Cheikh Anta a ouvertes sont des pistes qui établissent très clairement une identité hémisphérique qui intègre l'Égypte, le Soudan, le Sahara, l'Afrique de l'Ouest dans un même ensemble historique entre le tropique du Cancer et l'équateur. C'est établi. C'est établi par l'archéologie, c'est établi par la linguistique. On parle de langue macro-soudanaise. Et il y a plusieurs études qui montrent cela.
qu'il y a des corrélations très nettes dans ce corridor-là. Donc il n'y a plus une Égypte là-bas et une Afrique de l'Ouest ici, qui se tourneraient le dos depuis des millénaires. C'est un même ensemble, dans le même corridor, dans le même espace, avec des convergences au plan écologique, ça aussi c'est établi par les personnes qui s'occupent de l'histoire des arbres, par une cohérence linguistique, genre lorsque j'ai fait allusion tout à l'heure, en parlant de la langue macro-soudanaise, mais aussi par des convergences anthropologiques. Dans tout ce corridor, les populations ont toujours négocié un mouvement du nord vers le sud à la recherche de terres fertiles, parce qu'il s'agissait pour l'essentiel de populations d'éleveurs et de populations d'agriculteurs céréaliers. Et il y a d'autres formes de convergence qui s'y ajoutent. Ce sont des convergences culturelles. J'ai beaucoup aimé le texte de l'âme sous ce rapport. Il établit des convergences relatives à l'usage de la paille dans la fabrique et du bois dans la fabrication des outils, les peignes, tout ça là, et les tresses. Donc vraiment, ce sont des convergences qui sont établies, mais dans un même ensemble. Il ne s'agit pas de créer une fracture dans ce domaine. Je vais terminer en parlant de découvertes récentes qui vont dans ce sens. Le groupe notre collègue Demna, ils sont en train de montrer, par l'usage de la génétique, comment cet ensemble-là, depuis des millénaires, est le dépositaire d'un même fond anthropologique. Les liens génétiques sont établis maintenant par les historiens. Et il y a des études très avancées qui le montrent. Alors, je vais terminer en revenant à Cheikh Anta Diop. On se tue à retrouver des identités ethniques dans le passé. Et c'est tout le débat que l'on retrouve dans les réseaux sociaux. Moi, tout récemment, j'ai encadré une thèse sur les Mandjaks. Et mes amis Mandjaks voulaient à tout prix retrouver les Mandjaks en Égypte. Et tout le monde fait la même chose, hein, il faut le dire. Hein. Tu l'as rappelé tout à l'heure. Pour l'Égypte au Mali. Non, tout le monde cherche à trouver son origine ethnique. Je veux dire, à trouver une identité singulière. Je dis bien singulière. Depuis l'Égypte. Alors que nous avons une identité collective. Depuis des millénaires. Et c'est dans ce champ, je pense, que vraiment Cheikh Anta nous avait invités. Et il faut continuer. Et lui-même, il le disait, que les seuls fondements de l'identité sont historiques, linguistiques ou peut-être idéologiques relatifs à psychologique. Voilà. Hey, ça n'a rien à voir avec non seulement l'Égypte, mais ça n'a rien à voir avec l'ethnicité qui est là et qui reste notre référence. Et personne n'y échappe. Tout le débat dans les réseaux sociaux, et même chez nous, dans notre façon de choisir les problématiques sur lesquelles on travaille, c'est d'abord l'ethnicité. Donc, la dernière question que j'ai posée, je me suis demandé, et je me suis toujours demandé, mais est-ce que finalement on n'est pas tombé dans le piège de la bibliothèque coloniale? Parce que c'est la bibliothèque coloniale qui a inventé les catégories de l'ethnicité. Et nous tous, on verse dans ce travers-là. Même Bouba, lorsqu'il pensait organiser ces trucs-là, ces séminaires, sa première préoccupation, je me souviens, c'était d'en découdre avec ces gens-là qui posaient la question ethnique et est-ce que les Wolofs étaient des... Mais ne tombons pas dans ce débat, c'est un faux débat. Le débat reste un débat historique. On a inventé l'humanité dans un corridor qui nous rattachait au reste du monde. Restons dans ce locus et faisons l'histoire du continent. Merci, Maudou, merci. Mais professeur, vraiment, donnez-moi 2 secondes. Non, 2 secondes seulement. J'ai éliminé mon introduction pour aller très vite. Mais je voulais d'abord dire que le livre, il est excellent. La méthode de travail est excellente. Le seul problème, c'est quand on interprète faussement l'Égypte, vouloir comparer cette Égypte au reste de l'Afrique, ça pose problème. Voilà, merci. Merci. Rokhaya Mourmane,
Moi, c'est juste pour dire, parler de la satisfaction que j'ai d'assister à cette séance d'échange. Et vraiment, ça me ramène à 20-30 ans avant, quoi, quand on débattait des choses, de certaines questions au niveau du département d'histoire. Et bon, Monsieur Gassama vraiment me fait beaucoup. Pharaon ou Firaouna? Parce que c'est différent, hein? Non. Quand tu peux même dire Fari, hein, parce que le mot Fari, c'est le même mot. Firaouna, c'est péjoratif chez nous. Firaouna. On dit le Fari. Fari, je me pose énormément de questions. Fari, quand vous dites nous avons fait ceci, nous, cela. C'est qui? C'est un laboratoire ou bien c'est tes propres recherches ou bien qu'est-ce que c'est? Tu vas répondre. Tu peux répondre de la question. Dans son introduction, une seconde, quelques secondes. Quand il a pris la parole, très souvent, dans ses critiques, ce qui est revenu, c'est nous avons fait ceci, nous ne pensons pas que c'est le nous de magistrat, ou bien, bon, je ne sais pas, c'est un laboratoire, ou bien c'est vous-même dans votre propre recherche. On a tué tellement de chefs d'État africains, on a tué tellement d'intellectuels africains, il faut que les gens se cachent. Je veux juste informer l'assistance. Il y a 1500 signes hiéroglyphiques qui ont été décryptés. On explique tel signe, ça vient de quelle nature. 1500 signes hiéroglyphiques décryptés, déchiffrés et classés alphabétiquement. C'est à la disposition de tout le monde. Vous le demandez, on vous le donne. Et vous verrez même, vous-même, vous verrez, est-ce que ce signe-là répond à ce qu'on dit? On décrypte le signe, on l'explique. Très bien. C'est à la disposition de tout le monde. Ça ne répond pas trop à ma question, mais quand même, j'aurais aimé qu'après cet ouvrage-là, parce que toute ton intervention revient à une critique très profonde et riche d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé. Et j'aurais aimé quand même qu'il y ait une publication. Je ne sais pas si... Parce que c'est ça qui est venu dans la tête. Il a un projet de livre qu'il nous a montré en principe, j'espère que... Oui, parce qu'apparemment... Voilà. Il a écrit ses propositions pour une nouvelle lecture des hiéroglyphes. Je trouve que c'est bien. Le manuscrit existe. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui, mais ça a l'avantage d'exister et il a systématisé ses points de vue. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que vraiment ce serait une très bonne publication. Il a ça, on va intervenir. Manuel d'initiation à l'écriture de l'État. Badji, tu peux dire un mot? Voilà, tout à l'heure, on a posé la question, est-ce que les Diola... Je n'ai pas terminé. Concernant les Socé Touré et autres, moi, quand j'ai entendu et que l'âme a expliqué, je me suis dit, mais tiens, donc on peut, à partir de cet indice-là, parce que mon travail avec les sources orales et autres me fait qu'à chaque fois, je cherche les indices qui me permettent de faire des corrélations avec tout. Donc je me suis dit, à partir de ce moment, on peut dater les migrations dont parle Yoro Diao. Donc si c'est... Comment tu l'appelles ce pharaon-là? Non, c'est Yoro Diao qui interprète. Et c'est normal, c'est Sésostris. Au niveau, dans ces 200 pharaons dont tu as parlé, il faut arriver à dater la période de Sosé Touré, quoi. Et ça nous aiderait quand même. Ça ne veut pas dire, Mamadou, qu'on commence l'histoire à partir de là. Moi, je me suis dit, la question des origines, je ne m'y aventure jamais. Je ne m'y aventure jamais. Je prends ce que j'étudie en histoire, je prends à partir de la période que je me suis donnée, je prends les populations à partir de cette période-là et j'essaie de voir. Maintenant, ça ne m'empêche pas de faire des rétrospectives pour comprendre certains comportements, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ce contexte-là, à cette période-là. À charge maintenant pour quand, au niveau de l'Afrique, d'autres études sont faites là-bas, d'autres ailleurs.
on arrive à voir clairement ce que Cheikh Anta a dit et que tu as repris et qui est juste et vrai. Mais n'empêche, chacun son job. On ne peut pas, en tant qu'historien, tu ne peux pas tout faire. Ou bien il faut être comme un pharaon, comme Cheikh Anta pour faire ça. Nous autres ouvriers, historiens comme tu nous appelles, nous faisons nos analyses à partir de périodes que nous nous fixons pour expliquer. Et je trouve que c'est très bien. Si la même chose est faite ailleurs, parce que tu parles du Soudan, je renforce cela dans la mesure où, ça, dans les réseaux sociaux, même maintenant c'est très courant, on voit comment les Sénégalais, les Wolofs de manière générale, pour ethniciser un peu, et les Sérères ressemblent à ces Soudanais-là. Vraiment, c'est assez soudanais. Et même, il y a des ressemblances dans les langues, en quelque sorte. Du moins, c'est la manière, ce qu'on entend. Dans les noms aussi. Dans les noms aussi. Voilà. Donc, quand eux, ils font focus sur l'Égypte, ça ne veut pas dire que c'est seulement l'Égypte. Il faut faire le link avec d'autres études qui se font ailleurs pour voir maintenant ce que ça donne. L'avantage, c'est que nous ne sommes plus fixés, nous ne nous fixons plus comme horizon, comme nos regards ne se tournent plus comme on le faisait avant, vers l'Occident. D'où tout serait venu. Non. Le fait que l'Occident nous ait donné ces catégories et autres, là, ça nous a aidé d'ailleurs parce que ça t'a permis, toi, de remettre en cause certaines choses et de revenir. Non, ça, à ce moment-là, tu n'aurais pas été un bon historien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, Badji, qui fait partie de l'équipe, mais qui est également un de nos étudiants, va intervenir sur la question de l'Égypte. Vas-y. Il pourra répondre à la question pourquoi les Diola, les Mandats. Il est égyptologue. Pourquoi voilà. Pharaon dit qu'il n'y a pas d'égyptologie. Moi, je suis rassotologue. Donc, vas-y, avance un peu, comme ça on pourra. Je suis rassotologue. Vas-y. Oui, rassotologue. Voilà. Prends ta chaise. Je signale qu'il nous reste à peu près 15 minutes encore pour les échanges. Et Abou Bakri et moi, on aura au moins encore, parce qu'il y a tellement d'attaques là, on va les questions profondes, posées par nous, par les autres, on va faire un avance. Vas-y, vas-y. Bonjour. J'aimerais avant de commencer remercier mes maîtres ici présents, le professeur qui ont participé à ma formation égyptologique. Je tiens à les remercier pour leur l'enseignement tant précieux, mais aussi pour avoir accueilli mon amour de l'égyptologie et de la recherche de la vie. Donc, je vais commencer d'abord par la démarche proposée par le professeur Fall, qui consiste à ce que les qui consiste qui consiste à ce que les égyptologues et les archéologues travaillent ensemble. J'en ai eu quelques expériences avec les professeurs Dem et Sall qui m'ont permis de faire un travail de terrain, ce qui a permis de pouvoir beaucoup avancer sur... Deux professeurs Dem au département du Sahel, c'est Malik Dem Abou Dem. Abou Dem. Oui. Oui. Alioune Dem. Alioune D'accord. Oui, Alioune Dem. Donc, autre chose, je voulais revenir sur l'ouvrage, le livre. Donc, je commencerai par la citation de Siegfried Morens, qui déclare que on ne saurait mieux justifier l'étude de la religion égyptienne qu'en apercevant en elle le terrain sur lequel a poussé la civilisation égyptienne, puisque les manifestations essentielles de cette dernière sont dues à une société marquée par la réalité partout présente de sa religion. Donc, je voulais dire que les croyances religieuses égyptiennes, qui ont duré pendant plus de 3000 ans, ont en grande partie influencé
le développement de la civilisation égyptienne. C'est pourquoi Mansour Lurke dit la civilisation égyptienne est tout entière d'origine religieuse. Donc, c'est pourquoi, pour moi, dans cet ouvrage, il était nécessaire de consacrer des chapitres entiers sur les questions religieuses, les croyances religieuses de l'Égypte ancienne. Donc, ça pourrait permettre à, comme on dit, Kamal, faire que l'ouvrage soit un peu plus exhaustif. Donc, concernant le pharaon Gassama, qui parlait de religion et de spiritualité, je voudrais apporter quelques précisions, si vous me le permettez bien. Donc, nous définissons la religion comme un système de croyances et de conduite qui, dans le respect et la vénération, relie des hommes entre eux et avec une instance non sensible et donne sens à l'existence subjective. Vous avez dit tantôt que les Égyptiens n'avaient pas de religion, ils étaient spirituels. Je veux dire qu'on ne peut pas extirper la spiritualité du sphère religieux. Donc, en Égypte ancienne, dans le livre Edema, ou le livre pour sortir au jour, on note que le récitant, l'Osiris N, dans un passage dit pour ne pas mourir une seconde fois. Donc, pour ne pas mourir une seconde fois, il fallait, entre autres, avoir de bons rapports entre ses prochains, mais aussi de rendre des cultes aux dieux. Donc, pour atteindre cette spiritualité, la personne doit être ancrée tout d'abord dans la religion, faire des actes qui vont dans l'endroit de déstabiliser la société, de vivre ensemble, etc. Donc, je voulais, pour terminer, dire que les Égyptiens anciens étaient tant religieux que spirituels. Donc, c'est pourquoi ma thèse, le thème de ma thèse, c'est la question du monothéisme et de l'ésotérisme en Égypte ancienne et en Afrique noire, la lumière des religions abrahamiques, pour montrer que les religions étaient, les Égyptiens, je voulais dire, étaient religieux, mais ils foncièrement religieux, mais aussi ils appliquaient le mystique, l'ésotérisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gas, on donne la parole, ensuite on va revenir à Abou Bakri. Sur la toile, est-ce qu'il y a, général, il y a quelqu'un sur la toile ou non? Il y a 13 personnes. Mais est-ce qu'il y en a un qui, parmi ces personnes qui voudrait intervenir? Hein? Voilà, vous pouvez lever la main, ceux qui sont à l'extérieur, donc du siège. Si vous êtes à Dakar, si vous êtes dans le Sénégal, en Afrique ou dans le monde, faites signe, on vous donne la parole. Gas, vas-y. Rapidement, il n'y a que deux religions dans le monde. Il n'y a pas d'autres religions. Oui. Il n'y a que la religion chrétienne et la religion musulmane. Il n'y a pas de religion judaïque. Les Juifs, ils ont une tradition. C'est avec l'avènement du christianisme et de l'islam qu'ils sont revenus pour créer la religion juive. La religion juive est venue après. Et maintenant, il y a trois religions dans le monde. Il n'y a pas d'autres religions. Quelle est la troisième? C'est le judaïsme. Ah, mais qui a été réécrit parce que dans la Torah, il n'y a pas de dame qui va à l'au-delà, etc. Bon, ça c'est juste pour le rappeler. Bon, maintenant, le livre des morts, ce qui est extraordinaire. Si vous avez lu le livre des morts, il n'a pas encore été traduit. Il y a eu beaucoup de traductions, Lepsius, Bodge, etc. Il n'y a pas une traduction du livre des morts qui est correcte.
je sais que je vais continuer à choquer les gens. Quand vous lisez, quand vous voyez le livre des morts, la pesée des cœurs, qui est censée être la dernière étape de cette évolution-là, est à la 3e planche sur 37 planches. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas mettre à la 3e planche ce qui est censé être à la fin. Parce que dès qu'on pèse le cœur, c'est terminé. Vous allez en enfer ou au paradis. Et on met ça à la 3e planche. Donc ça veut dire que les gens n'ont pas compris le livre des morts. Le livre des morts n'a rien à faire avec la vie, la mort, ressusciter, l'au-delà, la vie. Le livre des morts est une initiation à la spiritualité pharaonique. Et pourquoi dès la 3e planche, il y a la pesée des cœurs? François Rabelais l'a dit. La sagesse ne peut pas entrer dans un cœur méchant. Il l'a dit. Donc quand on vous initie à la spiritualité, la première des choses qu'on fait, c'est vérifier l'état de votre cœur. Est-ce qu'il peut porter la sagesse? C'est pourquoi, dès la 3e planche, il y a justement ce pesée de cœur. Et à la 33e planche, on vous montre encore la pesée de cœur, mais de façon très restreinte. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez fait l'initiation, maintenant on vérifie l'état de votre cœur. Voilà. Donc, juste des éléments que je vous donne. Pourquoi il veut dire? Parce que là, les questions qui sont posées, c'est des questions de... Oui, Yael, moi, je voulais dire 2 mots. Vas-y, très bien. Pour rendre un hommage appuyé à mes professeurs. D'accord, Yael. Tu te présentes aussi. J'ai fait une licence en égyptologie. La 405 et la 406. Ton nom et ton prénom pour les gens qui nous écoutent. Et c'est lui qui m'a enseigné. Bon, Alioune Ndiaye. Toujours étudiant au département. Aujourd'hui enseignant. Je suis avec mes professeurs. Bon, inspecteur même de l'éducation. Inspecteur de l'éducation. Mais je suis revenu au département. Très bien. Mais je vous félicite par rapport au livrable. Pour l'interpellation de M. Fall, moi je pense que pour revoir un peu ce contenu, nous devons revoir la définition de l'histoire. On ne peut plus dire que l'histoire c'est avec l'apparition de l'écriture. On ferait mieux de dire que l'histoire, c'est une distribution des événements suivant l'axe du temps. Parce que les Aboubakri nous ont parlé d'une période guerrière, ils nous ont parlé des expéditions au niveau du pays de Punt. Je ne sais pas si c'était des mirages ou autres. On nous parle de la préhistoire, mais je pense que pour moi, la difficulté majeure, on doit revoir, on doit déconstruire cette définition même de l'histoire. L'autre aspect qu'on a évoqué ici, l'Égyptien est foncièrement religieux. La preuve, tout ce qui relevait de la religion, il gravait ça sur les durs rochers, parce que c'était des textes sacrés. Ce que les Thalès et autres ont pris, ces formules mathématiques, c'était sur de la matière altérable. Ils n'avaient aucune considération pour ces formules mathématiques. Quelqu'un nous taquinait pour nous dire que vous, les étudiants, quand on entre dans vos chambres, vous avez des livres de physique, des livres de mathématiques, vous n'avez pas de Coran, vous n'avez pas de Bible. Alors que l'Égyptien, ce qui est important pour lui, c'est véritablement ces textes qui relèvent de la religion. Donc moi, par rapport à ce que j'ai appris au département d'histoire, les Égyptiens sont foncièrement religieux. Autre élément de la communication, vous l'avez abordé, nous sommes avec des journalistes. En communication, il n'y a que 2 codes, le code oral ou le code écrit. Quand on parle de l'égyptologie, on convoque les hiéroglyphes, ça c'est le code écrit. Et ce qui l'a précédé, c'est le code oral. La preuve, vous l'avez dit, il y a des langues qui existent, mais qu'on n'écrit pas. Et il y a le primat, il y a la primauté de l'oralité sur l'écrit. Je pense que ça, c'est des questions quand même très profondes que nous devons véritablement revisiter. Mais c'est le lieu véritablement de féliciter tous mes professeurs ici par rapport à ces livrables. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va donner, Aboubakri va répondre à toutes les questions délicates. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Oui, j'ai demandé, est-ce que sur la toile, il y a quelqu'un qui peut intervenir? Je vois Ousmane Baldé, Sonobao, est-ce que tu ne voudrais pas dire un mot sur le Baïnouk? Tu es à Saint-Louis, à l'IGB, et Adi m'avait dit que, parce que comme le débat est mené par Mamadou Fall, est-ce que tu peux nous dire si le Baïnouk que tu as étudié, ce que tu étudies, qu'est-ce que tu penses de l'article de notre frère, notre ami
le premier coordonnateur, le premier rapporteur général Yorofal a dit, parce que cette question-là, vraiment, elle est importante. Sokhna, vous voulez dire un mot? Bonjour. Alors, c'est bien. Bonjour, cher professeur. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Je salue tout le monde. Donc, je suis enseignante-chercheur à l'Université Gaston Berger. J'interviens dans le département langue. Et la suite directe de l'égyptien ancien, même si effectivement c'était transcrit par du grec. Donc là, il faut faire attention. Le copte est très proche de l'égyptien, même si on n'a pas besoin nécessairement du copte pour comprendre l'égyptien. Nos langues africaines peuvent être comparées directement à l'égyptien sans passer par le copte. Ça, comment dirais-je, je suis d'accord avec vous dans ce domaine-là. Alors, maintenant, revenons sur les migrations. Parlez des Hyksos. Vous dites que les migrations ont eu lieu sous les Hyksos, c'est-à-dire vers 1700-1800 avant Jésus-Christ. Je vous dis que ce n'est pas possible. Et je vais vous montrer pourquoi ce n'est pas possible. Parce que dans mon livre-là, Les chemins du Nil, il y a un chapitre intitulé L'égyptologie, la tradition orale et l'archéologie parlent le même langage. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire la jonction entre l'égyptologie, la tradition orale et l'archéologie, puisque ça s'adresse également à Mahmoud Fall. L'archéologie, nous, on n'a jamais récusé l'archéologie, j'y reviendrai. Alors, nous avons la migration Manna. Cette migration Manna, Yoro Diaw nous dit que elle est partie sous un pharaon qui s'appelait Sosé-Touré. Sétou-Touré Darius. Un pharaon perse qui est venu, qui a fatigué les populations. Donc, et les traditions soninké, les traditions de Yerere, mais les textes grecs également disent la même chose. Ce pharaon, les Perses, quand ils sont venus, ils ont même fait quelque chose que personne n'a osé faire, prendre le couteau et taper sur la vache sacrée. Voilà. Donc, il y a convergence entre ce que les Grecs, qui n'étaient pas au courant de ce que Yoro Diaw et les autres ont dit. Donc là, un historien est obligé de faire le lien. Oui, absolument. Donc, ils ont brimé les populations. Donc, confirmé par les Grecs et confirmé par, comment dirais-je, les sources de Yoro Diaw. Donc, les Soninké disent dans les traditions de Yerere, l'Empire de Ghana et les traditions de Yerere, Germaine, Djeterlen et Djarasilla, je vous renvoie à ce livre-là. Il est question de l'origine des Soninké. Vous parlez de Dinga, ce n'est pas Dinga, c'est Dinga. C'est Dinga. Dinga ou Djabé? On vous dit que Djabé, le fils de Dinga, est parti à la tête d'une migration pour prendre possession des terres que son père avait conquises à Koumbi. Vous y êtes? Donc, Dinga a quitté l'Égypte parce qu'il s'était marié à une blanche. Mais c'est très intéressant. Les gens disent une femme à peau claire. Non, ce n'est pas une femme à peau claire parce que si vous vous mariez avec une femme à peau claire, vous n'avez pas de métis. Donc, dès qu'on parle de métis, ça signifie que Dinga, qui était noir, a épousé une femme blanche. Donc, en Égypte, à l'époque, les gens lui disent, puisque tu as épousé une femme blanche, tu as eu des métis, tes enfants ne pourront pas hériter de tes charges. Dinga dit qu'à cela ne tienne, je vais conquérir un pays pour mes enfants. Et c'est comme ça qu'il a quitté Sona, Assouan. Il est arrivé à Koumbi, il a conquis tout un territoire et il est reparti sur l'Égypte. Une parenthèse. Il y a un problème. L'histoire des pharaons qui ont plusieurs femmes, il y a des cas où c'est ce problème de l'héritage qui a amené effectivement
quand la femme venait d'Asie, parce qu'il y avait beaucoup de mariages, le pharaon Ramsès III. Voilà, il tenait à avoir maintenant une femme d'origine africaine qui va avoir des enfants qui vont régner. C'est le problème qu'on va connaître aussi dans nos histoires. C'est une parenthèse. Non, absolument. Les choses sont très claires là-dessus. Absolument. Donc, Dinga retourne en Égypte et au moment de sa mort, il dit à ses enfants, il rassemble ses enfants, dont Diabé, Téréchiné, il leur dit, bon, je vais mourir, mais je ne veux pas que vous restiez ici, puisque vous avez vu ce qui m'est arrivé. Alors, on ne parle plus de ces enfants métis, parce que ces enfants-là, Téréchiné et Diabé, sont des enfants issus de ces mariages à Koumbi. Tout ça, c'est dans les traditions. Donc, si vous ne voulez pas faire de lien entre l'Égypte et comment dirais-je, et l'Afrique de l'Ouest, sans passer par le Sahara, mais on passe par le Sahara. Dinga fait ses conquêtes à Koumbi. Koumbi, c'est dans le Sahara. Il retourne en Égypte pour dire à ses enfants, il se marie là-bas. Il a des enfants, Diabé, Téréchiné et le Bida. Le serpent, le fameux serpent là. Hein? C'est un jumeau de Diabé. Donc il retourne en Égypte et à sa mort, ses enfants exécutent ses volontés. C'est Téréchiné qui normalement, en tant qu'aîné, aurait dû diriger la migration, mais pour des raisons comment dire, sur lesquelles je ne vais pas insister parce que c'est l'esclave de son père, qui était son compagnon et son complice, qui l'a écarté du pouvoir parce qu'il avait vu que ce bonhomme-là ne pouvait pas être un bon roi. Donc, il s'est arrangé pour que le pouvoir revienne à Diabé. Donc, Diabé part à la tête d'une migration, et cette migration quitte l'Égypte pour venir à Koumbi. Et la tradition nous dit que cette migration a duré 3 mois. C'est-à-dire qu'entre Assouan et Koumbi, les migrants ont fait 3 mois. Donc quand ils arrivent, c'est toujours la tradition qui dit que quand ils arrivent dans la région de Koumbi, ils trouvent les Kakolos, ce sont les fameux Kakolos, les Kagoros et autres, qui sont les populations autochtones, les populations paléolithiques là, qui étaient là. Donc personne n'a dit que la région n'était pas peuplée. Les populations, il y avait des populations que les Soninké ont trouvées là. Ces Soninké qui avaient des armes en fer, qui étaient mieux équipés, alors que là on en était encore à l'âge de la pierre. Donc les populations ont été vaincues. Et tout ça c'est la tradition soninké, c'est pas l'égyptologie. C'est la tradition soninké qui le dit. Les populations de Kakolo et autres là ont été vaincues et intégrées dans le pouvoir soninké. Alors ceux qui n'ont pas voulu rester se sont enfuis et sont allés dans les falaises de Bandiagara. Vous savez comment les Soninké, ils appellent le Djambo Diop, qui est nous, le Diobel, notre frère. Mais eux, ils l'appellent le coq de Pharaon. Voilà. Le coq de Pharaon. Est-ce qu'il peut inventer ce mot? Oui. Alors que... Dans le débat, est-ce que c'est la grue couronnée ou c'est Djambo? Ils l'appellent le coq du Pharaon. C'est comme ça que les Soninké, ils appellent. Mais oui, mais parce qu'ils ont vécu à Assouan, ce sont eux-mêmes qui le disent. Donc, s'ils appellent ça coq de Pharaon, c'est-à-dire que ça confirme qu'ils ont effectivement côtoyé la civilisation égyptienne. Donc, les populations qui étaient là ont été vaincues. Certaines d'entre elles se sont enfuies, sont allées se réfugier dans les falaises de Bandiagara. Et ce sont ces populations qui sont installées dans les falaises de Bandiagara qui ont amené une forme de poterie qui a été identifiée par les archéologues et qui existait également dans la région de Koumbi. Et cette poterie-là a été datée et la date affiche 450 avant Jésus-Christ. Donc ce sont des populations chassées de Koumbi, de la région de Koumbi, par des migrants qui n'ont mis que 3 mois en route. Ce sont ces populations qui sont allées se réfugier dans les falaises de Bandiagara où elles ont inauguré une forme de poterie qui existait déjà là. Donc les archéologues ont comparé la poterie de Koumbi avec celle des falaises de Bandiagara et ils ont montré que
les premières poteries des falaises de Bandiagara remontent à 450. Or, 450, c'est la période perse justement en Égypte. Parce que Cambyse est venu en 525 et les